au moment des grandes discussions concernant l'expansion coloniale, dans les années 1880, 85, 86, les débats à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, ont été terribles, entre l'alliance de la gauche républicaine et la droite d'affaires orléaniste, et qui était pour la colonisation, la première pour véhiculer les idées de la Révolution française. La colonisation allait permettre à la France de répandre dans le monde entier le message universaliste des droits de l'homme et de l'esprit des Lumières. Et les orléanistes courants d'affaires, la colonisation allait permettre de faire de bonnes affaires. Donc l'alliance du capital et de l'idéologie, la gauche dominante d'aujourd'hui. Et en face, qui y avait-il ? Les légitimistes et les ultra-révolutionnaires. Clémenceau et le duc de Broglie. C'est-à-dire notre famille politique, plus une certaine branche de l'ultra-gauche, qui allait s'opposer à ce courant, rejoint par des gens comme Déroulède, rejoint par tout un courant disant que la colonisation était une perte d'énergie, une perte de temps, une perte de moyens, alors que tous nos intérêts étaient sur le continent européen, notamment face à la montée de l'Allemagne, etc. Donc cette idée est fondamentale, parce que la colonisation va être pensée par la gauche, mais réalisée par la droite. Car, comme d'habitude, la droite va, en quelque sorte, être, entre guillemets, le harki de l'idéologie mondialiste. Parce que, à partir d'un certain temps, la gauche qui a lancé l'expérience coloniale pour véhiculer l'idéologie du XVIIIe siècle, l'idéologie des droits de l'homme, va voir la droite la réaliser sur le terrain, car qui va conquérir les colonies ? Des gens de droite. Les officiers, les missionnaires, les grands fonctionnaires impériaux. Donc nous sommes dans un paradoxe tout à fait extraordinaire. La gauche l'a pensé, la droite l'a réalisé. Et ensuite, l'évolution va se produire d'une manière assez étonnante. Cette même gauche qui a lancé le mouvement impérialiste va, dans les années 1930, devenir anticoloniale, et la droite va s'arc-bouter sur la défense des colonies, toujours prête à engager un combat perdu, et la droite va se retrouver dans une impasse idéologique, alors que l'impérialisme colonial est une notion de gauche, aujourd'hui elle est associée à une réalité de droite, ce qui est totalement une hérésie historique. Ceci pour dire que la colonisation va se faire au nom des principes des républicains. Elle va se faire au nom des principes de l'individualisme. Et lorsque nous allons nous installer en Afrique, eh bien nous allons casser toutes les sociétés structurées, nous Français, pas les Britanniques. La colonisation britannique est bien différente de la colonisation française. Elle est égoïste, purement impérialiste, sans aucun sentiment. Les Français, eux, vont avoir le sentiment civilisateur. Les Français vont investir dans l'Empire, créer, pas les Britanniques. Les Britanniques vont partir dans ce domaine colonial, sans état d'âme, par pur impérialisme. Mais ce qui fait que lorsque les temps vont changer et qu'il va s'agir de quitter les colonies, les Britanniques vont également partir sans état d'âme. Regardez ce qui s'est passé dans l'Empire colonial britannique. En 1941 a lieu aux Indes la conférence de Simla, avec Winston Churchill qui était un des grands chantres de l'impérialisme britannique, et en 1941, Churchill, avec tout le réalisme britannique, a compris que le monde colonial est terminé, et pour ne pas se faire prendre la main, les Britanniques vont précéder le mouvement, et dès 1941 vont organiser l'indépendance, la marche à l'indépendance. Ce qui fait que les Britanniques vont partir partout la tête haute, et vont se dégager sans état d'âme. Au même moment que se passe-t-il chez les Français, 3 ans plus tard, la conférence de Brazzaville, où, en 1944, est réaffirmé le principe de l'union entre les colonies et la France, dans le but de la création d'une nation universelle, multiraciale, parlant français. Le résultat, ce que disait Édouard Herriot, si nous donnons le droit de vote au sujet de l'Empire, la France va devenir la colonie de ces colonies.
Donc, deux approches complètement différentes. Et la droite française va, au nom de la mystique impériale, au nom de la grandeur et au nom de la fidélité, s'engager dans un combat d'arrière-garde, perdu d'avance, qui va pendant des années soustraire des forces qui auraient été indispensables pour permettre à la France, au lendemain de la guerre de 1940-45, de redevenir la grande puissance européenne. 25% du budget français entre 1945 et 1962 passe dans les colonies, à fond perdu. Pendant ce temps, l'Allemagne, qui a eu la chance de perdre ses colonies en 1918, pendant ce temps, la Hollande, qui a eu la chance de perdre ses colonies en 1945, construisent des puissances tout à fait étonnantes. Les derniers, les retardataires dans le monde européen dans cette période vont être les pays qui ont des colonies. Le Portugal, qui ne va lâcher ses colonies qu'en 1975, la France, qui ne va se débarrasser du boulet colonial qu'en 1962, d'une manière, je ne parle pas de la manière dont ça a été fait, qui est une manière scandaleuse en Algérie, parce que nous avions gagné la guerre, etc. Il y avait 36 solutions, mais pas celle qui a été choisie par De Gaulle. Et les pays donc, qui, eux, avaient eu la chance, soit de ne pas se lancer dans l'expansion coloniale, soit qui avaient eu la chance de perdre tôt leurs colonies, qui étaient les pays dominants en Europe. Alors, nous avons laissé aux colonies, dans ces Afriques, la notion individualiste, la notion démocratique, la notion des droits de l'homme. Nous avons fait télescoper l'ordre naturel africain avec notre idéologie et nous avons, en quelque sorte, créé en Afrique les conditions d'un désordre irréversible. Je reviens encore à la comparaison entre le modèle britannique et le modèle français. Je dis toujours cette formule, les Britanniques ont laissé des attitudes et nous avons laissé des certitudes. Et ceci est très grave parce que aujourd'hui, nous voyons ce monde africain être totalement désagrégé par cette idée de la démocratie individualiste. En effet, le principe d'un homme, une voix, qui est le principe électoral démocratique de base, le principe un homme, une voix, one man, one vote, aboutit en Afrique à une simple mathématique, ce que je qualifie d'ethno-mathématique. Pourquoi ? Parce que l'individu africain n'existant pas, et j'en reviens à mon point de départ, l'individu africain n'existant pas, tout se fait autour du groupe. L'homme africain est prisonnier, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est un peu l'inégalité protectrice de Maurras. Cette société qui, certes, va étouffer l'homme africain, mais qui en même temps va le protéger. Notion qui est fondamentale dans une Afrique traditionnelle, car le monde africain traditionnel est un monde hostile, hostile au point de vue naturel, hostile en fonction des oppositions des diverses populations. Il faut donc que ces solidarités existent fondamentalement. Donc l'homme africain n'est que le maillon, n'est qu'un élément du groupe. Et l'homme africain va être très largement dépendant de ce groupe et va être un homme qui va être toujours tourné vers la tradition. Pourquoi ? Parce que dans la philosophie profonde de l'homme africain, les ancêtres sont toujours présents, les ancêtres sont toujours là, les ancêtres vivent autour. Bien souvent, les ancêtres sont enterrés dans la case, sous le foyer de la case familiale. Et les ancêtres sont là, ils tournent autour des vivants. Et tournant autour des vivants, les vivants vont avoir un devoir fondamental qui est de ne pas déplaire aux ancêtres. Donc, de répéter la tradition. Nous ne sommes pas dans la tradition écritique, nous sommes dans une tradition figée. Pour quelle raison ? Parce que ne pas respecter la loi des ancêtres va attirer le courroux sur l'ensemble de la communauté. Donc si un seul individu faute, si un seul individu fait quelque chose qui n'est pas conforme à la loi naturelle ancestrale, c'est tout le groupe qui va en pâtir. Ce qui fait que l'individu est responsable par son attitude de sa cohésion de groupe. Vous imaginez le dégât que va faire la démocratie individualiste dans ce type de conception ? Le dégât qui va être
irréversible. Je vais prendre plusieurs exemples. En effet, la notion démocratique telle qu'elle est appliquée à l'Afrique fait que l'on essaie de plaquer une addition purement mathématique d'idées sur des réalités sociales qui sont des réalités de groupes et de communautés. Il n'y a pas de sens commun politique. Par exemple, prenez n'importe quel pays d'Afrique. Sénégal, mis à part, c'est un cas particulier. Prenez n'importe quel pays d'Afrique au sud du Sahara. Vous allez voir des partis politiques, Parti démocratique du progrès, Parti de la justice sociale, mais ça ne veut rien dire. Chaque parti est l'habillage d'une ethnie ou d'un ensemble de tribus. C'est, au départ, une définition de groupe. Et lorsque les électeurs vont se prononcer, ils ne vont pas se prononcer pour la démocratie et la justice, ils vont se prononcer pour tel parti qui représente leur groupe, qui représente leur ethnie. Il n'y a pas de consensus politique, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et il n'y a pas de consensus politique. Il n'y a qu'une addition d'intérêts de groupe, d'intérêts tribaux, d'intérêts claniques, d'intérêts ethniques. Il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, toute élection est un sondage ethnique grandeur nature. Par exemple, lorsqu'il y a eu les dernières élections en Côte d'Ivoire, j'avais annoncé à 2% près les résultats. Vous ne pouvez pas se tromper. Quand vous avez de bonnes recensions ethniques, quand vous avez de bons sondages ethniques, quand vous savez exactement combien il y a de Hutus, combien il y a de Tutsis, combien il y a d'autres ethnies, vous savez exactement quel est le résultat. Avec, bien entendu, un correctif qui est que certains clans peuvent avoir des alliances diverses. Alors, si vous êtes bien au courant de la situation ethnopolitique du pays, vous annoncez le résultat. Il ne faut pas être grand clair pour connaître le résultat à l'avance. Donc nous sommes dans un monde qui continue à réfléchir dans cette réalité de groupe, même quand il pratique l'idéologie officielle qui est basée sur l'individu. Alors, quand vous avez un pays dans lequel il y a 10 ethnies, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous avez 10 ethnies, aucune n'est majoritaire, les ethnies sont dispersées, il va falloir qu'il y ait d'une manière ou d'une autre une alliance et une discussion. La situation devient dramatique dans le cas où il n'y a que 2 ou 3 ethnies, ou dans le cas où il y a des groupes raciaux différents. Et je vais prendre 2 exemples, le Mali et le Rwanda. Dans le cas du Mali, nous avons affaire à une opposition très claire entre les gens du désert et les gens du sud, entre les Touaregs et apparentés au nord et les Bambara et apparentés au sud. Avant la période coloniale, les Noirs du fleuve vivaient dans la terreur des raids lancés par les grands nomades sahariens, les Touaregs. La colonisation se fait, la France a du mal à écraser les Touaregs, la France va s'appuyer sur les Arabes de Mauritanie pour écraser les Touaregs sahariens, et puis finalement, l'ordre colonial s'installe et l'indépendance est annoncée. Les Touaregs écrivent au général de Gaulle en disant « Vous allez donner l'indépendance, nous ne voulons absolument pas être dans un État avec les Noirs du Sud, qui étaient nos anciens esclaves. » Le général de Gaulle ne tient pas compte de cela, développe les frontières de l'actuel Mali, de l'actuel Niger, parlant surtout du Mali. Au Niger, la situation est un peu différente. Et du jour au lendemain, les Touaregs se retrouvent être dominés par les Noirs du Sud. Ils ne peuvent qu'être dominés, parce que nous sommes en démocratie. Or, la démocratie, je viens de vous le dire, c'est l'addition. Comme les Noirs du Sud sont 88 ou 90% et que les Touaregs sont 10%, électoralement, ils vont toujours perdre. Il est bien évident qu'ils vont toujours perdre. Donc, dès indépendance 1961, 60-61, première guerre 63. Et depuis 1963, les Touaregs sont en guerre contre les populations du Sud. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Car ces populations du Nord s'estiment profondément différentes de celles du Sud, et celles du Sud sont incapables d'établir un ordre dans le Nord. Elles se font rejeter. L'armée malienne a été balayée par les Touaregs, etc. Alors là-dessus vient se greffer d'une manière très contemporaine un élément islamique, c'est autre chose, mais cet élément islamique, si vous voulez, c'est l'élément qui va amplifier une réalité ancestrale précoloniale, l'opposition entre les Blancs, entre guillemets, du Nord et les Noirs du Sud.
Voilà, voilà le résultat de la démocratie. C'est-à-dire faire vivre dans un même ensemble artificiel des populations qui se sont toujours combattues, et l'élément moteur de cet ensemble était l'élément nordiste. Or, cet élément nordiste est minoritaire par rapport à l'élément sudiste. Donc, ils seront toujours au pouvoir. Les sudistes seront toujours au pouvoir. Alors, pourquoi cet élément nordiste est-il minoritaire? Dans le cas des Touaregs, pour une raison très simple, le désert est un monde inhospitalier. Et l'on ne peut pas créer de société excessivement développée et excessivement importante dans le désert. Car ces Touaregs vivent dans des oasis, vivent dans des zones difficiles, donc ils ne peuvent pas être nombreux. Ils sont toujours minoritaires. Ce qui fait que les conditions naturelles vont faire que nous allons mettre dans le même ensemble le désert avec une population de saupoudrage et la région du fleuve avec une population excessivement dense, parce que la région du fleuve est une région très favorable aux hommes en société, qui peuvent développer à la fois l'agriculture, l'élevage, etc. Donc, vous voyez, le hiatus fondamental. Hiatus fondamental qui est également doublé par... vous allez me dire, je ne fais pas la théorie des climats de Montesquieu, bien sûr, mais en tant que géographe, je pars toujours du milieu. Il est évident que si l'on ne part pas du milieu, on ne comprend rien à rien. Vous avez une autre grande différence dans les sociétés africaines, qui est la différence entre les nomades et les sédentaires. Les nomades qui sont généralement des pasteurs et les sédentaires qui sont quasiment toujours des agriculteurs. La différence est totale. Parce que quel est le souci du sédentaire? Le souci du sédentaire est d'avoir le village le plus nombreux possible, avec le maximum d'enfants. Parce que les enfants, ça va faire des guerriers pour défendre le village, et ça va faire des bras pour travailler la terre, pour défricher la terre. Dans la société traditionnelle, la terre est à profusion. L'Afrique est un monde vide d'habitants. Et plus il y a de bras, plus on peut cultiver, plus on cultive et plus on récolte et plus on a des greniers importants, et plus on a des greniers importants, et plus on domine les villages du même ensemble ethnique. Donc l'agriculteur, lui, est dans une civilisation, j'allais dire, de multipliez-vous, croissez et multipliez-vous, hein, la lapinade. Plus on a d'enfants, mieux c'est, au moins on peut envisager à la fois de produire et de se défendre. Le pasteur est sur une toute autre logique. Le pasteur va cultiver la notion de la minorité. Parce que le pasteur voit plus loin que le bout du nez de l'agriculteur. Le pasteur vit sur un monde qui est souvent difficile. Et il sait que s'il y a trop de vaches ou trop de chameaux sur le pâturage va disparaître, les vaches et les chameaux vont crever, et l'homme aussi. Donc, depuis toujours, les pasteurs alignent le croît de leur population sur les possibilités de pâturage pour les bovins ou pour les chameaux, pour les camelins. Ce qui fait que les pasteurs sont par définition condamnés à être minoritaires. Donc, millénaire après millénaire, ou siècle après siècle, pour survivre face à la masse des agriculteurs, les pasteurs vont devoir développer des vertus reposant sur la notion de minorité. Nous sommes vraiment dans le contraire de la démocratie, n'est-ce pas? Donc les pasteurs vont généralement être guerriers, ils vont cultiver une distance avec les agriculteurs, ils vont cultiver au maximum ce qui fait leur originalité, et ils vont tirer vertu de leur minorité comme étant leur élément d'originalité. La démocratie confrontée à cela, mais c'est la catastrophe.